Alors, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Antoine Nogal, je suis médiateur scientifique du MUSEUM. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion de me rencontrer ou de m'entendre. Donc, je vous présente donc Christian Lorenzi qui mène des travaux sur l'écologie auditive humaine. Alors, le Muséum d'histoire naturelle de Bourges a cherché donc à l'inviter. Nous sommes très heureux de vous recevoir, messieurs, ce soir, puisque nous avons développé des activités en lien avec le son. J'ai moi-même créé un atelier à destination des scolaires et des familles sur la thématique du son, en lien avec le Printemps de Bourges, et puis le lien que notre espèce humaine peut développer avec son environnement sonore est une question qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de Bourges, capitale européenne de la culture, puisqu'on essaye de mettre en place une nouvelle notion qui est celle du symbiocène et qui invite notamment tout un chacun à repenser son rapport avec la nature, avec l'environnement qui l'entoure, et ça peut passer bien sûr par le rapport avec la biophonie, la diversité des sons produits par le vivant. Christian Lorenzi en parlera beaucoup mieux que moi-même. Donc il travaille à l'école normale supérieure et il a mené des travaux qui l'ont amené à fonder donc une écologie auditive humaine, et je vais en rester là pour mon introduction. Et Christian, je vous laisse la parole. Merci encore pour votre venue et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais tenter de m'exprimer sans micro, puis on utilisera un micro si besoin. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Antoine, Sébastien, toute l'équipe du Muséum pour m'avoir offert cette opportunité de vous présenter des travaux de recherche qui sont en fait extrêmement récents. Beaucoup ne sont pas encore publiés. C'est une phase pour nous, en tant que chercheuses et chercheurs, extrêmement excitante parce que nous en sommes à, entre guillemets, un grand début. Une fenêtre s'ouvre, cette fenêtre est assez étroite probablement, et on ne sait pas si ce programme qu'on a lancé il y a 4 ans, dans un contexte tout à fait particulier, va réussir, va s'étendre ou au contraire s'éteindre. Donc je suis très heureux de vous livrer ici des résultats brûlants, dont certains ont été collectés hier encore dans mon laboratoire à l'École normale supérieure et au CNRS à Paris. Alors, je voudrais dire également à quel point moi, mon épouse, nous sommes heureux d'être présents avec vous à Bourges. C'est notre première venue à Bourges. Vous pouvez être fiers de votre patrimoine. On vient de visiter la ville, elle est très 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 belle et on a envie d'y revenir. Le muséum a su nous vanter toutes les forces de la région je pense qu'on se retrouvera en 2028 probablement, puisque vous avez été consacré pour cette année 2028. Je dirais la chose suivante, ce programme n'est pas né au hasard. Je suis psychoacousticien. Ça veut dire que ma discipline est exactement à l'interface entre la psychologie expérimentale et scientifique, qui étudie la pensée humaine avec les outils des sciences empiriques, et l'acoustique physique, donc les sciences physiques. Cette discipline qui a plus d'un siècle aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle a été essentiellement dominée par des travaux portant sur ce qu'on est en train de faire à l'instant. Écouter de la parole humaine. Dans un environnement urbain, une salle, un restaurant, un environnement bruyant, une salle de classe. Cette science, pour laquelle je travaille depuis à peu près maintenant aujourd'hui une trentaine d'années, en fait, est une science qui est essentiellement au service de la communication parlée chez l'homme en milieu urbain. De fait, elle a ignoré, et malgré le grand nombre de connaissances qu'on a pu accumuler, imaginer en un siècle, qui sont d'ailleurs implémentées dans vos téléphones portables, pour beaucoup d'objets domestiques avec lesquels vous vivez aujourd'hui, cette science, en fait, a été, entre guillemets, confisquée par les radiotélécommunications naissantes il y a un siècle de cela, probablement au moment où ces premiers ingénieurs s'intéressaient essentiellement à la question de savoir combien on allait transmettre de voix humaine à travers un fil électrique sous l'Atlantique, j'imagine.
De fait, on a ignoré tout un versant de ces facultés auditives qui sont probablement partagées avec, à travers l'humanité, à travers également d'autres espèces animales non humaines, à savoir notre capacité à entendre l'environnement, à surveiller l'environnement, à évaluer l'environnement, à diagnostiquer la santé de l'environnement. Et le programme de recherche dans lequel je me suis lancé il y a 4 ans naît d'une rencontre avec un exobiologiste, en fait, quelqu'un qui s'intéresse aux conditions d'émergence du vivant sur Terre et ailleurs. Ce programme vise à étudier ça, cet impensé des sciences de l'audition, faire un pas de côté par rapport à la communication parlée et s'intéresser à cette capacité qu'on déploie probablement implicitement, automatiquement, inconsciemment, lorsque vous êtes dans votre jardin, au parc, dans une zone rurale, en vacances, je ne sais où. Et vous écoutez cette dite nature, entre guillemets. Donc on va parler essentiellement de ça, et j'ai baptisé ce domaine l'écologie auditive humaine. Voilà pour cette petite introduction. Alors, je vous ai dit que là en ce moment, je vous fais écouter un paysage sonore qui a été enregistré par un collègue, Bernie Krause, un des fondateurs de l'écoacoustique ou de l'écologie des paysages sonores, et qui vit aux États-Unis. Je voudrais vous poser une question. Alors, je vous l'ai déjà posé. Ce son est-il plaisant? Vous m'avez dit oui. À votre avis, d'où vient-il? Où a-t-il été enregistré et quand? Le soir? Oui. Le soir? Le crépuscule? En fait, c'est l'aube. Ah oui, dans la Marécage. Vous pensez qu'il y a de l'eau? En fait, je vous ai... j'ai peut-être convoqué cette mémoire universelle, allez savoir, est-ce qu'elle existe ou pas. Je vous immerge aujourd'hui à l'aube de l'humanité, dans l'aube de l'humanité. Ce que vous écoutez à l'instant, c'est un paysage sonore enregistré dans une savane africaine à l'aube. Voilà, c'est ce qui a probablement bercé nos oreilles, ou les oreilles de nos ancêtres, sapiens, il y a 300 000 ans, et ce pour lequel j'imagine que notre système auditif a évolué et a été optimisé. Vous voyez que ce paysage sonore est une fête sauvage, il est extrêmement riche de vocalisation animale, stridulation d'insectes, chants d'oiseaux, peut-être quelques cris de mammifères. Voilà. Je vous ai renvoyé à votre passé, entre guillemets, et peut-être que ce n'est pas surprenant, l'expérience semble être plaisante. Alors, je vais quand même faire taire la savane africaine, et on va parler maintenant de science. Alors, il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, l'apparition de ce qu'on appelle les enregistreurs, ce sont des magnétophones passifs, à bas coût et autonomes, donc durables, a permis aux écologues, à ces scientifiques qui étudient le vivant dans ses interactions avec l'environnement, a permis aux écologues de déployer ce type de magnétophone en nombre, des dizaines, dans des habitats naturels, comme par exemple cette zone marécageuse, de façon à enregistrer continuellement, à raison d'1 minute toutes les 15 minutes, pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Actuellement, ces éco-acousticiens, comme ils se nomment, enregistrent le monde naturel et produisent des bases acoustiques massives, on parle de big data aujourd'hui, mais c'est du big data acoustique, dans ces environnements. Pourquoi font-ils ça? Eh bien, pour ensuite analyser ces grandes bases de sons et leurs variations, sous l'effet par exemple de l'activité humaine ou du réchauffement climatique, de façon à évaluer, suivre, monitorer, on dit, la biodiversité. Car, et l'hypothèse est très simple, elle est triviale, le vivant produit des ondes mécaniques, des vocalisations, des stridulations, voire même des sons incidents lorsqu'il se déplace. Et l'idée était d'une simplicité enfantine. Utilisons ces ondes mécaniques plutôt que les images satellites pour suivre et analyser cette biodiversité. Donc l'écoacoustique est né sous l'effet d'une technologie extrêmement simple et aussi de moyens informatiques qui ont explosé à travers les dernières années. Vous avez entendu parler de l'explosion de l'intelligence artificielle. Eh bien, sous l'effet de cela,
l'écologie des paysages sonores, l'écoacoustique s'est développée et offre aujourd'hui aux écologues d'autres outils, de nouveaux outils pour suivre et comprendre ces variations de la biodiversité à l'échelle planétaire. Eh bien, il y a quelques années, j'ai pris conscience de l'existence de ce nouveau domaine scientifique, l'écoacoustique, suite, comme je vous l'ai dit, à une rencontre avec un exobiologiste qui m'a dit « Mais Christian, peut-être que tu devrais aller lire quelques petites choses à ce sujet parce que c'est un domaine qui explose. » Et je me suis aperçu que des collègues à moi, juste à côté de chez moi, au Muséum national d'histoire naturelle, à quelques pas de l'école normale supérieure, travaillaient précisément dans ce domaine. Et nous avons décidé de collaborer ensemble avec l'idée qui s'est faite très très rapidement de forger un nouveau domaine, un nouveau champ scientifique qui cette fois-ci relève des sciences cognitives, mon domaine d'étude, l'étude de la pensée humaine, et que nous avons baptisé écologie auditive humaine. Alors qu'est-ce que l'écologie auditive humaine? Eh bien c'est comme ça que je l'entends, cette partie des sciences de l'audition humaine qui s'intéresse à votre capacité à construire une représentation mentale des sons naturels qui vous entourent, quand vous êtes dans une forêt, quand vous êtes dans un désert, une savane, un jardin, que sais-je. Et avec l'idée que cette représentation auditive que vous vous faites, ce que ça vous fait quand vous vous baladez en forêt, par exemple, que cette représentation vous permet d'avoir accès, d'inférer, de déduire l'existence d'un certain nombre de processus écologiques à l'œuvre dans ces habitats naturels qui sont ici représentés par ces boîtes et flèches. En vert, quand il s'agit de processus écologiques d'origine biologique, comme par exemple le comportement animal. En rouge, en orange, quand il s'agit de processus d'origine géophysique, quand il s'agit par exemple de phénomènes météorologiques ou hydrologiques. Et en bleu, quand il s'agit de processus purement acoustiques, car dans ces habitats naturels, les sons se propagent d'une manière tout à fait spécifique et qui n'est pas la même dans une forêt qui est un environnement fermé et dans une savane qui est un environnement ouvert. Donc, l'écologie auditive humaine a pour vocation d'étudier la manière dont l'humain construit des représentations perceptives de ces paysages sonores naturels qui eux-mêmes sont composés de ce qu'on appelle la biophonie, à savoir ce son collectif produit par les espèces vivantes, vocalisation, stridulation, la géophonie, les sons produits par les phénomènes donc, abiotiques comme le vent, la pluie, un torrent, un cours d'eau, la mer, le tonnerre, l'ensemble étant modelé par les conditions tout à fait spécifiques de propagation des sons dans ces environnements qui ne sont pas les mêmes dans une forêt où il y a beaucoup d'obstacles qui vont diffracter et réverbérer les sons, ou dans un désert où là il n'y a pas d'obstacles, mais il y a des phénomènes turbulents, atmosphériques, qui vont modifier également les sons et les colorer d'une certaine manière. Donc, nous avons comme objet d'étude quelque chose de tout à fait différent de ce sur quoi moi et tous mes collègues ont travaillé pendant un siècle, à savoir la parole. La parole, c'est très bien compris. On sait créer de la parole, on sait synthétiser de la parole, on sait comment ça active votre cerveau. Pour s'intéresser aux représentations perceptives des paysages sonores naturels, un domaine pour lequel on ne sait strictement rien. D'un point de vue sensoriel, d'un point de vue auditif, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif. Donc ce domaine-là, que je baptise écologie auditive humaine, vise à comprendre dans quelle mesure, c'est-à-dire quelles sont vos capacités, et comment, par quel mécanisme, implémenté dans votre oreille interne, votre cerveau auditif, vous percevez ces processus écologiques à l'œuvre, processus biotiques, abiotiques, acoustiques, dans ces habitats naturels, grâce à vos oreilles et votre cerveau, dans la mesure où cette oreille, ces deux oreilles, ce cerveau est le fruit d'une évolution darwinienne qui, c'est une hypothèse très forte, a permis d'optimiser ces processus pour faire un certain nombre de choses utiles, plus peut-être pour nos ancêtres qu'aujourd'hui, pour survivre, pour s'adapter. Donc c'est une trivialité que de dire que votre oreille, votre cerveau auditif vous permet de surveiller l'environnement pour savoir s'il y a des ressources, de l'eau, de la nourriture, des dangers, des prédateurs, des obstacles, des opportunités d'action, de l'abri. Et également des moyens de navigation, car on ne navigue pas, surtout de nuit, avec ses yeux, on navigue, on s'oriente avec ses oreilles. Donc, ces paysages sonores, c'est une mine
d'informations acoustiques qui nous permettent de faire un grand nombre de choses. Alors peut-être plus pour le Sapiens il y a 300 000 ans que pour le Sapiens qui vit essentiellement en milieu urbain, mais je rappellerai quelques chiffres. 30% de la population européenne, c'est la médiane européenne, c'est également la moyenne française, vit en zone rurale. Donc ce ne sont pas des urbains. Qui plus est, une fraction importante d'urbains passe un grand nombre d'heures dans des parcs, dans des espaces verts, des espaces bleus, pour se ressourcer. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi autant de temps, d'argent, d'efforts, de ressources sont dédiés à ces activités régulières. On pourrait utiliser cet argent pour bâtir des écoles ou bâtir des hôpitaux. Pourquoi depuis un siècle, on s'ingénie à créer des parcs, des réserves naturelles, dans les villes, en dehors des villes, etc. Ça répond donc à un besoin. Quel est ce besoin? C'est une question. Voilà le programme de l'écologie auditive humaine. Je vais tenter de l'illustrer à travers quelques travaux menés par mon équipe. Je malheureusement ne citerai que les travaux de notre équipe à l'école normale, car le domaine est très récent et nous sommes probablement la seule équipe à avoir mené des travaux en la matière. Et donc le but, pourquoi j'ai pris mon bâton de pèlerin maintenant, à travers la France et d'autres pays, est d'essayer de convaincre la communauté qu'il y a un vrai enjeu scientifique, clinique et sociétal autour des questions d'écologie auditive humaine. Alors ça, c'est une période très excitante pour un chercheur, parce que, bon, on devient chercheur, on rentre dans le pas des autres. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on apprend de ce que, voilà, tous nos prédécesseurs et prédécesseuses ont fait. Et puis, il y a un autre moment particulier dans la vie d'un chercheur ou une chercheuse où on fait un pas de côté. On se retrouve tout seul, mais c'est très excitant parce qu'il faut reconstruire tout à zéro, comme si on était un grand débutant, une grande débutante. Et c'est un peu ce que je vis moi en ce moment. Alors, pour reconstruire tout ça, il faut d'abord construire une grande base de données de paysages sonores naturels enregistrés à travers le monde. Et donc, avec mes étudiants, avec mes collègues, je suis allé contacter des éco-acousticiens travaillant en Alaska, en Australie, au Japon, en Amérique du Sud. Et je leur ai demandé de nous donner accès à ces grandes bases de sons qu'ils collectent pour d'autres raisons que j'ai évoquées au tout début. Donc en un an et demi, nous avons bâti une base de données acoustiques que j'appelle massive, écologiquement valide, produite correspondant à des paysages sonores enregistrés dans des forêts, par exemple boréales, tempérées, tropicales, subtropicales, dans des déserts ou des savanes. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais ça correspond à une variété de paysages sonores qui correspondent à des habitats dans lesquels Sapiens a ou habite encore. Ces paysages ont été enregistrés à 4 moments de la journée, à l'aube, au milieu de la journée, au crépuscule et pendant la nuit, et pendant 2 saisons, une saison humide et une saison sèche. Ça fait du big data. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est assis sur une base de données acoustiques passives de cette nature? La première chose que l'on fait, en tant que psycho-acousticienne, psycho-acousticien, on l'analyse avant de passer à l'expérimentation. Alors, analyser, ça consiste à prendre une casquette d'ingénieur, donc de traiteur de signal, et d'essayer de mouliner ces sons de façon à en extraire un certain nombre de, ce que j'appellerais de descripteurs. Un descripteur, c'est un chiffre entre 0 et 1. Voilà, un descripteur, un autre, un autre, un autre, un autre. Là, il y en a 5, non, il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont des valeurs, des index qui vont résumer quantitativement une certaine caractéristique de ces sons. Et ce que ces descripteurs-là, ces 6 descripteurs que nous avons choisis résument, ce sont des aspects structuraux du son, c'est-à-dire des éléments qui sont liés à la dynamique, à la fois fréquentielle et temporelle de ces sons. Ces sons ont une certaine structure, ils ne sont pas aléatoires, ce n'est pas du bruit, ils sont structurés par des processus écologiques que je vous ai illustrés avec ce diagramme boîte et flèche. Donc ils sont très structurés, ils ont une certaine complexité, mais ils ne sont pas aléatoires pour autant. Et on peut essayer de décrire cette complexité avec un certain nombre d'index, d'indices acoustiques qui, par exemple, pour celui-là, Modulation Depth, capture la saillance des fluctuations d'amplitude. Elles peuvent être faibles, elles peuvent être fortes. Celui-ci capture la présence de variations fréquentielles ascendantes ou descendantes, donc ce qu'on appelle des sweeps.
Celui-là capture le fait que les sons pourraient être contraints, c'est-à-dire que quand ils sont harmoniques et qu'ils ont une certaine tonalité, ils sont nécessairement lents. Et quand ils sont inharmoniques, eh bien, ils sont nécessairement rapides. Ces contraintes reflètent le fait que quand on est un organisme vivant, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec son système vocal, que ce soit un larynx ou un syrinx ou un pharynx. Et donc, ces index capturent, résument en quelque sorte cette complexité acoustique de cette grande base de données. Alors là, ils sont représentés pour la saison humide à gauche, pour la saison sèche à droite, avec le code couleur pour les 4 moments de la journée dont j'ai parlé, et en fonction ici, ce qui est représenté ici, des 9 habitats terrestres. Là, vous avez la forêt boréale, ici, vous êtes dans les tropiques, dans la zone équatoriale, et vous voyez que ces indicateurs varient. Bon, ça semble avoir, sans suivre des configurations un peu compliquées, ça présente des trous, ça présente des pics. La grande question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ces indicateurs véhiculent de l'information utilisable pour vous dire ce que c'est, où c'est, quand c'est, ce genre de choses. Alors là, on va utiliser, pour ce faire, pour poser cette question, des outils d'intelligence artificielle. Vous avez entendu parler de ça, donc ce sont des classifieurs. Donc on va entraîner ces outils d'intelligence artificielle sur ces grandes bases de données et sur ces descripteurs. Et puis ensuite, une fois qu'on a entraîné ces outils d'intelligence artificielle, on va leur donner un petit ensemble de sons. Et on va interroger l'outil, on va lui dire, dis-moi où c'est. Est-ce que c'est une forêt tropicale? Est-ce que c'est une forêt équatoriale? Est-ce que c'est une forêt subtropicale? Et là, pour chacun des habitats, vous voyez ici la forêt boréale, ici les forêts tropicales, la performance d'identification, de classification de l'outil d'intelligence artificielle dépasse les 60%. Le hasard, c'est 1/9, on a 9 habitats, donc si le système répondait au hasard, il ferait moins de 10% de réponse correcte, il est en moyenne à 65%. Donc oui, il y arrive. Si vous lui donnez un de ces 6 descripteurs, en fait, on s'aperçoit que si on lui donne 3 de ces 6 descripteurs, eh bien, il est capable de vous dire d'où vient le son à travers le globe, à travers le monde. Ça veut dire que ces descripteurs capturent une certaine complexité, une certaine structure ou des régularités acoustiques au sein de ces sons. Donc il y a quelque chose dans ces sons qui nous dit d'où il provient. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas face à du bruit, on est face à un signal structuré, potentiellement informatif. Une fois qu'on a dit ça, la question est de savoir si cette oreille et ce système auditif est capable d'extraire cette information-là pour en faire un bon usage. Alors, pour ce faire, eh bien, on va présenter ces sons sous casque, dans des cabines insonorisées, à l'aide de protocoles expérimentaux, contrôlés, rigoureux, informatisés. Voilà Nicole Miller, Biakava, ma doctorante, qui met en place un protocole, et moi j'écoute les sons pour vérifier que tout ça se déroule dans le bon ordre, de la bonne manière. Donc on va envoyer ces sons individuellement ou par séquence aux oreilles de personnes dans ces cabines, et ces personnes devront prendre des décisions à chaque fois qu'ils entendent ces sons. Est-ce qu'ils sont identiques ou différents? Est-ce qu'il y a de la vie ou est-ce qu'il n'y a pas de vie? Ce genre de choses. On va faire ainsi des expériences psychophysiques, donc de la psychologie expérimentale, mais sans blouse blanche et sans éprouvette, avec des sujets humains. Alors voilà un protocole de recherche où on a présenté sous casque aux oreilles de 17 personnes entendantes jeunes 10 000 sons issus de cette base, des sons de 1 seconde. Alors c'était déployé sur des mois et des mois, ne vous inquiétez pas, on ne les a pas gardés pendant 10 heures en cabine, mais l'expérience au total durait 10 heures par personne, et il y avait 17 personnes. Elles ont entendu ces sons à la queue leu-leu, et pour chacun de ces sons, elles devaient dire si elles entendaient des vocalisations animales, donc de la vie, vocalisation d'oiseaux, stridulation d'insectes, croissement de batraciens, cris de mammifères. Si au contraire elles n'entendaient pas des vocalisations mais des sons d'action, des craquements, des bruissements d'ailes, quelque chose qui témoigne de la présence d'un mouvement, de la présence d'une source sonore en mouvement, une source sonore vivante. Si, à l'exception de cela, elle entendait plutôt du vent, de la pluie, un torrent, de l'eau, donc ces phénomènes géophysiques, ou si elle ne savait pas. Donc la personne cliquait sur l'une de ces 4 options après l'écoute de chacun de ces sons. Voilà les résultats avec un code couleur, c'est 17 personnes. Donc voilà ici les 17
réponse, la proportion de réponses. Oui, j'entends de la vie, j'entends des vocalisations animales. Oui, j'entends des actions d'animaux. Oui, j'entends le vent, la pluie, un torrent, et pas de vie. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a des différences interindividuelles. Bon, ces deux personnes avaient mal compris, je pense, les consignes. Elles pensaient qu'il fallait aller vite. Mais, grosso modo, tout ça est relativement homogène. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut commencer à l'analyser. On peut l'analyser en fonction de différents paramètres connus. Par exemple, le lieu d'où vient le son, ou le moment de la journée, ou la saison. Puisque ça, objectivement, on le sait. Chaque son a une coordonnée GPS, un horaire, une saison. Et voilà les réponses. Oui, j'entends de la vie. Oui, j'entends des vocalisations animales, des stridulations d'insectes, des chants d'oiseaux, des cris de mammifères. Pour chacun des 17 sujets qui ont participé à l'expérience, S1, S2, S3 jusqu'à S17, d'accord? Et ce qu'on représente ici en ordonnée, c'est le nombre de fois qu'ils ont dit « j'entends de la vie ». Donc plus c'est haut, plus ça veut dire qu'ils entendent des vocalisations animales. En fonction d'eux, en abscisse, les 9 habitats. Donc ici on a la forêt boréale, ici on a les forêts équatoriales, d'accord? La forêt tempérée et avant. Alors ce que je vous demande, c'est de regarder les barres bleues qui quantifient, qui mesurent le nombre de fois qu'on a dit « oui, j'entends de la vie ». Vous voyez une forme qui est sensiblement la même, quelle que soit la personne. Donc ça veut dire que toutes ces personnes, malgré le fait qu'elles aient entendu 11 000 sons, se sont comportées de la même manière en fonction de l'habitat. Elles ont tendance à détecter plus de vie pour l'habitat 3 et pour l'habitat 6, 7 et peut-être 8. Ok? Donc ça, c'est très homogène à travers les personnes. Quand on regarde comment ces réponses, oui, j'entends la vie, en bleu, se distribuent sujet par sujet, de S1 à S17, en fonction du moment de la journée. Alors ici, c'est MN, c'est midnight, c'est le milieu de la nuit. Sunrise, c'est l'aube. Midday, le milieu de la journée. Sunset, le crépuscule. Vous voyez cette petite vague? Eh bien, on la retrouve pour toutes les personnes. Et il y a plus de réponses, oui, j'entends du vivant à l'aube et au crépuscule par rapport aux autres moments de la journée. Et tout le monde semble se comporter de la même manière. Alors ici, on a bien sûr des participants urbains. Voilà, on n'est pas face à des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs d'Amazonie. Hein. Ce sont des urbains parisiens. Alors ils peuvent venir de partout, mais bon. Eh bien, ces résultats sont absolument pas étonnants pour des écologues qui, eux, savent très très bien que la biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces distinctes, eh bien, pique, c'est-à-dire elle a atteint un maximum pour les habitats, pour les latitudes proches de l'équateur. Donc, si vous considérez le globe et les différentes latitudes le long du globe, eh bien, la biodiversité va varier à travers les différentes latitudes et présenter un maximum dans les zones équatoriales où la latitude c'est tout ça. On le savait, et c'est ce qu'on voit ici. Tous nos sujets rapportent plus souvent entendre de la vie pour les habitats équatoriaux que les habitats non équatoriaux. Donc, ils sont sensibles à ce gradient latitudinal de biodiversité que les écologues avaient déjà caractérisé en allant compter tout simplement les espèces sur place. Donc, il se trouve qu'avec nos oreilles, eh bien, on peut faire le même travail. Et ce pattern-là, cette configuration temporelle, en fait, qui reflète un rythme circadien, un rythme donc, auprès de la journée, eh bien, est bien connu également des écologues qui, depuis de nombreuses années, ont documenté ce qu'on appelle le chorus ou le cœur de l'aube et le cœur du crépuscule, à savoir le fait que d'une manière ubiquitaire, surtout au printemps, eh bien, 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du soleil, vous avez une explosion acoustique liée aux vocalisations essentiellement des oiseaux et dans une moindre mesure des insectes et des amphibiens. Vous savez ce que c'est, hein, j'imagine. Si vos fenêtres sont ouvertes et que vous habitez à proximité d'une zone verte, eh bien, à 5h, 6h du mat, vous allez être réveillé. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Mais c'est ubiquitaire et c'est documenté depuis l'Antiquité. Alors il y a 8 hypothèses, 7 ou 8 hypothèses en écologie pour essayer d'expliquer ce phénomène ubiquitaire lié à ce cycle circadien, qui vont de la thermodynamique aux interactions sociales.
Eh bien, il se trouve que l'humain perçoit très très bien ces variations circadiennes de manifestations acoustiques du vivant. Gardez ça en tête, on continuera à se référer à ces résultats par la suite. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce cerveau auditif, ces oreilles et ce cerveau auditif sont très sensibles à ces variations de biophonie, donc c'est la variation dans les manifestations acoustiques du vivant, à travers l'espace et à travers le temps. Donc vos oreilles et votre cerveau auditif sont un très bon système de repérage, de la vie à travers l'espace et à travers le temps. On peut comprendre pourquoi. Alors, comme nous sommes des scientifiques et très proches des sciences du vivant, ce qui nous intéresse ensuite, c'est d'expliquer ce que l'on vient de caractériser, cette capacité, l'expliquer en termes de mécanisme. Un mécanisme, c'est un ensemble d'éléments en interaction qui permettent d'interpréter de manière causale ce qui se passe. Pourquoi ça se passe dans son cerveau. Donc on va essayer de mettre en regard les réponses de ces sujets avec ces descripteurs acoustiques que je vous ai montrés au tout début. Alors, ce graphique représente une autre manière de présenter les données. Ici, ce que vous avez en ordonnée, ce sont les différentes catégories de réponses. Je vais vous demander de vous concentrer sur la réponse du haut, c'est oui, j'entends de la vie, la biophonie. D'accord? Et en abscisse, il y a 11 000 traits, ce sont les 11 000 sons qui ont été délivrés sous casque à ces 17 personnes. Et ils sont représentés le long d'un axe organisé de manière latitudinale, c'est-à-dire qu'ici on a à nouveau la forêt boréale et ici on est dans l'équateur. Alors vous voyez, plus c'est jaune, plus ça signifie, il y avait 17 personnes, qu'il y a un grand nombre de personnes qui disent oui, oui, j'entends du vivant. Donc je reprends, c'est une autre manière de représenter ce que je viens de vous montrer. Vous voyez que quand on arrive dans l'équateur, eh bien le nombre de réponses oui, j'entends de la biophonie, oui, j'entends du vivant, explose. C'est très jaune. Il y a beaucoup, il y a quasiment 17 personnes sur 17 qui indiquent entendre de la vie. Et quand on met en regard ces jugements auditifs, ce comportement humain, avec ces descripteurs, là j'en ai choisi un, c'est la profondeur de modulation dont je vous disais, les sons naturels présentent des fluctuations plus ou moins intenses, plus ou moins contrastées. Eh bien on voit que cet index atteint un minimum dans cette région équatoriale, cette région pour laquelle les humains disent il y a de la vie. Quand on regarde un autre index qui était en lien avec qui nous disait quelque chose du lien entre l'harmonicité, la tonalité des sons et leur rapidité, on voit également quelque chose d'un peu plus confus, mais quelque chose qui se concentre encore dans les zones équatoriales. Et là, particulièrement pour cet index un peu plus compliqué, qu'on appelle la séparabilité, et qui exprime le degré de complexité des scènes acoustiques, c'est-à-dire probablement du nombre de sources sonores qui composent ces sons, on voit que cet index explose, se concentre dans cette région-là. Donc ça veut dire que probablement qu'on peut expliquer ces capacités de détection du vivant à partir d'une capacité de votre système auditif à calculer probablement ces trois indices. Donc ça veut dire que votre oreille est probablement capable de calculer le contraste de ces fluctuations d'amplitude, la présence d'harmonicité, le nombre de sources sonores, et à partir de ça, votre cerveau vote et dit, là, il y a de la vie. Il est possible que ça se fasse à toute allure, parce qu'il y a intérêt à savoir très vite s'il y a de la vie. Donc on est à l'échelle d'un calcul qui se ferait une échelle de temps de l'ordre du millième de seconde, de quelques millièmes de seconde, parce que votre survie en dépend probablement. En tout cas, il y a 300 000 ans, c'est fort probable. Voilà, pour la partie 1, à savoir la caractérisation de cette capacité à entendre le vivant et l'explication de cette capacité en termes de mécanismes basés sur le calcul de un certain nombre de descripteurs. Alors, quand on prend l'approche que je viens de dessiner, on est un peu limité parce qu'on a enregistré des sons. Tout ce qu'on sait finalement sur ces sons, c'est d'où ils viennent et quand ils ont été enregistrés. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, combien d'oiseaux vocalisés, combien d'insectes et la nature des insectes. Donc on n'a pas vraiment une vérité terrain très forte. Alors, en tant que scientifique, on est tenté de vouloir un peu plus de contrôle sur la stimulation sonore, et l'un de mes collègues, par exemple, ils sont deux dans mon laboratoire, eh bien, va essayer de faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'ils vont
partant d'une connaissance des processus écologiques à l'œuvre dans ces habitats naturels, une bonne description, un bon inventaire de toutes les espèces qui y vivent, ils vont essayer de reconstruire des paysages sonores. Et voilà, dans la vallée de Chevreuse, il y a telle et telle espèce d'oiseau, il y a telle et telle espèce d'insecte, il y a tel phénomène écologique. On va essayer de reconstruire des paysages par assemblage et on va le présenter aux oreilles des gens. Et ainsi, on peut créer des expériences très simples où on va présenter au casque, vos oreilles, des mélanges de vocalisation d'oiseaux basés sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oiseaux. Et là, on a le contrôle parfait. De la même espèce, on fait varier donc simplement l'abondance, ou d'espèces différentes. On fait varier la richesse en espèces. Donc on veut créer des paysages sonores naturels de laboratoire où le scientifique a un contrôle parfait de la biodiversité de ces mélanges, à savoir de l'abondance, combien il y a d'oiseaux de la même espèce, et de la richesse en espèces, c'est-à-dire combien il y a d'oiseaux d'un nombre d'espèces différentes. Donc on a fait entendre sous casque ces vocalisations. Un oiseau, 2, 4, 8, 16. C'est un beau cœur. Voilà. Et à chaque fois, les participants devaient dire combien il y avait d'oiseaux distincts. Donc c'est une tâche de numérosité, un jugement de numérosité. Alors vous me direz, on ne doit pas être capable de faire ça. Alors voilà les résultats moyens qui ont été obtenus sur une grande cohorte de personnes. Ici en abscisse, le nombre d'oiseaux physiquement, de vocalisation d'oiseaux physiquement mélangés, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et ici, l'estimation rapportée par les participants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si les jugements de numérosité étaient parfaits, les données devraient s'aligner sur la diagonale. Alors qu'est-ce qu'on voit lorsque on présente des mélanges d'oiseaux de la même espèce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la même espèce, qu'on appelle un jugement d'abondance? Eh bien, vous voyez que jusqu'à 1, 2, 3, les réponses sont précises, et au-delà, elles saturent. On sous-estime le nombre d'oiseaux, c'est-à-dire quand il y en a 8, on pense qu'il y en a peut-être 3, 4, 5, voilà. Donc 1, 2, 3, beaucoup. C'est ça notre capacité, voilà, dans un jardin où il y aurait des oiseaux de la même espèce. Donc maintenant, on introduit de la diversité acoustique en mélangeant des vocalisations d'oiseaux d'espèces différentes, mais tout en restant congruent, c'est-à-dire en respectant la variété des espèces d'un même, ici c'était la vallée de Chevreuse, d'un même habitat. Et bien cette fois-ci on va plus haut, 1, 2, 3, 4, beaucoup. Donc la capacité augmente. Pourquoi? Eh bien, ça ce sont des résultats d'analyse acoustique, je ne vais pas les détailler, parce que simplement il y a plus de disparité ou de diversité acoustique entre les vocalisations d'oiseaux différents, d'espèces différentes, que entre les vocalisations d'oiseaux de la même espèce. Et notre système auditif capitalise sur cette différence pour les ségréger, les séparer, et ainsi estimer plus précisément le nombre d'oiseaux, le nombre de sources sonores dans son environnement. Alors vous me direz, je ne suis pas impressionné, si je vais jusqu'à 4, peut-être 5 en les spatialisant, peut-être qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus pour se faire une idée de la richesse de notre environnement. 0, 1, pas très intéressant. Vous allez camper, habiter dans un environnement où vous entendez 0 oiseau, 1 oiseau, 3, 4, après, bon, voilà, ça veut dire qu'il y a de la vie, etc. Peut-être que cette capacité, démontrée ici, à percevoir des degrés de biodiversité, a été importante à une certaine époque, à une certaine période de notre espèce, pour apprécier la santé de l'écosystème, de l'habitat, et peut-être faire le choix de sélectionner cet habitat pour s'y installer, ou au contraire, de décamper. Voilà pour ce qui est de ces premiers travaux menés dans mon laboratoire, visant à caractériser la capacité de l'oreille humaine à percevoir la vie, oui, non, et sa variété, sa diversité, 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup, lorsque l'on est jeune et énormément entendant, ce qui n'est plus mon cas. Je ne suis plus le perdreau de l'année, et donc j'ai une belle perte auditive neurosensorielle, bilatérale, symétrique, dit-on, c'est-à-dire que j'entends plus bien les aigus. Ma femme le sait.
Alors, ça a été toujours un point très important dans mon laboratoire parce que 20% de la population dans nos pays occidentaux présente des troubles auditifs d'origine neurosensorielle. Et c'est beaucoup de monde. Et comme nous avons vocation à vieillir, et à vivre jusqu'à tard, jusqu'à un âge avancé, la probabilité de développer une presbyacousie, une surdité de perception liée au vieillissement, ne fait qu'augmenter. Peut-être certains ou certaines d'entre vous présentent une presbyacousie. Moi, voilà, je vous l'avoue, j'en ai une. Je ne suis pas encore appareillé, mais il est fort probable qu'un jour, j'irai voir mon médecin ORL qui m'enverra chez mon audioprothésiste pour me proposer un appareillage avec des prothèses auditives numériques conventionnelles, qui sont des petits bijoux technologiques aujourd'hui, puisqu'ils embarquent de l'intelligence artificielle dont on vient de parler. Mais ces prothèses auditives, il faut savoir, comme les sciences de l'audition, ont été asservies. Elles ont été confisquées par la parole humaine, la communication, et donc elles ont été pensées pour ça. Une prothèse auditive, c'est un outil numérique aujourd'hui qui vise à rehausser la parole et à supprimer tout ce qui n'est pas de la parole, avec l'idée que c'est du bruit, c'est ce qui nous ennuie, c'est ce qui nous distrait, c'est ce qui nous gêne. Mais si on prend une perspective différente qui est celle de l'écologie auditive humaine, ce qui n'est pas de la parole devient du signal. Et c'est précisément ce qu'on ne veut pas que la prothèse supprime. Car peut-être que ça participe de nos capacités à construire une représentation riche, diversifiée, informative de l'environnement. Donc c'est la question que ce programme de recherche pose aux médecins ORL, aux audioprothésistes et aux fabricants de prothèses. Mais là, il faut prendre son bâton de pèlerin parce qu'on ne sait rien en la matière, il n'y a à nouveau aucune littérature sur ce point. Dans quelle mesure une perte auditive et une prothèse auditive affectent votre capacité à percevoir les paysages sonores naturels? Dans quelle mesure une perte auditive, une prothèse auditive vous permet de entendre ces paysages sonores naturels, d'entendre la biodiversité qui vous entoure dans un environnement naturel comme une forêt? On ne sait pas. Ça n'a simplement pas intéressé le monde de la science, qui est le mien, les sciences de l'audition et de l'audiologie. Alors, pour commencer, eh bien, il faut sonder les personnes malentendantes, sonder les professionnels de la perte auditive. C'est ce que nous venons de faire. Donc là, je vous livre les résultats d'une enquête qui vient d'être réalisée avec le soutien du Collège national d'audioprothèse français, qui nous a permis de sonder 300 audioprothésistes déployés sur l'ensemble du territoire, dans des zones urbaines, périurbaines et rurales. Et voilà, en quelques histogrammes, les résultats de ce sondage. Nous leur avons posé un certain nombre de questions très très simples. En distinguant les réponses des audioprothésistes, c'est ce que vous allez voir, ce sont la proportion des réponses des audioprothésistes, vis-à-vis de ce que leur disent leurs patients malentendants avant appareillage, avant de recevoir une prothèse auditive, et après appareillage, à la fin de la période d'essai, c'est-à-dire en moyenne au bout de 30 jours d'appareillage. Alors voilà les réponses pour 3 questions. La première question était: est-ce que vos patients font mention des sons de la nature? On va expliquer ce que c'était. Avant appareillage, vous voyez, le pic est obtenu sur certains d'entre eux. Après appareillage, ce pic, certains d'entre eux a diminué, et on voit augmenter le nombre de réponses, environ la moitié, la plupart d'entre eux, la totalité. La différence entre cette catégorie-là et cette catégorie-là, c'est un facteur 6. C'est-à-dire que post-appareillage, les gens se réveillent et disent « Ah, je ne savais pas qu'il y avait autant d'oiseaux, d'insectes. » Donc il y a un phénomène de réveil, entre guillemets. Ce qui veut dire qu'avant appareillage, et à mesure que la personne glisse dans la malentendance, ce qui est mon cas, eh bien, finalement, on va perdre la conscience de l'existence de ces sons naturels, jusqu'au point où, à un certain moment, on va totalement ignorer, pour certains, l'existence de ces sons naturels. Alors, c'est peut-être pas le cas de certains d'entre vous, mais c'est ce que rapportent effectivement les audioprothésistes, c'est-à-dire que, eh bien, lorsque la perte auditive est vraiment bien installée, beaucoup de personnes ont oublié, entre guillemets, l'existence même de ces stridulations d'insectes, de ces sons d'oiseaux, de ces vocalisations de mammifères.
Et l'appareillage qui amplifie tous les sons, quels qu'ils soient, surtout la parole, mais tout le son, va avoir pour effet de restaurer la présence perceptible de ces... C'est une sorte d'éveil. Donc ça, c'est un phénomène intéressant qu'on pourrait baptiser une forme d'écho-amnésie. Je ne sais pas, je vous livre ce terme qui m'est venu. Voilà, on glisse, à mesure qu'on devient malentendant, on glisse dans une forme d'écho-amnésie. Et la restauration de l'input, c'est-à-dire la prothèse, va, entre guillemets, par amplification, vous permettre de reprendre conscience de l'existence de ces sons. Lorsqu'on demande aux audioprothésistes si leurs patients rapportent que les sons de la nature sont plaisants, avant appareillage, bon, beaucoup ne parlent pas de ça, bien sûr, c'est plutôt plaisant, voilà. Il n'y a pas beaucoup de réponses non plaisantes. Après appareillage, le nombre de rapports de mention c'est plaisant a augmenté. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même suffisant pour démontrer que l'appareillage modifie la réponse émotionnelle à ces sons de la nature, et la réponse émotionnelle est plutôt positive. Enfin, parmi toutes les questions, j'ai choisi cette dernière qui porte sur l'importance des sons de la nature. Est-ce que, pour vos patients, les sons de la nature sont importants? Avant appareillage, bon, c'était pas très important et important, à égalité. Après appareillage, boum, la catégorie important passe à 50%. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a distingué les réponses provenant de patients habitant en zone rurale, eh bien, l'importance était plus forte que les patients habitant en zone non rurale. Donc, ces données sont à prendre, à moduler par le lieu de résistance et donc ce qu'on appelle l'écologie de la personne. Voilà pourquoi je pense que l'audiologie en général devrait intégrer des éléments liés à l'écologie des personnes, c'est-à-dire où ils vivent et avec quel environnement ils interagissent. Alors, comment maintenant on peut ramener ces résultats dans le laboratoire et les tester? Eh bien, grâce à une batterie de sons, une base de sons qui a été enregistrée en Californie, dans une réserve de biosphère, une réserve naturelle, dans 4 habitats distincts, ici une clairière, un maquis, une prairie, une forêt avec un cours d'eau, à 4 moments de la journée et 4 saisons. Et avec ces sons, on a construit une expérience très simple de discrimination, où, dans la cabine à nouveau, casque sur les oreilles, le participant entendait 3 sons provenant, par exemple, du même moment de la journée et de la même saison, mais l'un provenait d'un habitat donné, mettons la clairière, et les 2 autres provenaient d'un autre habitat, mettons la forêt. La question était simplement de dire quels sons étaient différents des 2 autres. Est-ce le premier, le deuxième ou le troisième? C'est une manière pour nous psychophysiciens de mesurer vos performances de discrimination des paysages sonores naturels de manière objective. Et ici, l'expérience permettait de mesurer la capacité à discriminer un changement d'habitat. Mais on peut faire déployer la même tâche pour mesurer un changement de moment de la journée et un changement de saison. Ainsi, poser la question très simple, savoir si avec vos oreilles, est-ce que vous êtes capable de dire où vous êtes, enfin simplement de discriminer un changement de lieu, ou de discriminer un changement de moment de la journée, ou de discriminer un changement de saison. Voilà les résultats de personnes entendantes, représentées par ces triangles ouverts, leur performance dans ces tâches de discrimination du lieu, du moment de la journée et de la saison, sachant que le niveau de réponse au hasard, c'était de 1/3, donc 33%. Donc vous voyez, les personnes entendantes sont 2 fois au-dessus du niveau du hasard, elles sont capables de discriminer le lieu, le moment de la journée, la saison. Elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas optimales, mais elles sont tout à fait capables. C'est plutôt une bonne sensibilité car la tâche était très difficile. Les sons étaient très variables. Quand on est malentendant, qu'on présente comme illustré ici par ces audiogrammes tonaux, peut-être certains ont déjà vu ça, qui montrent le degré de perte essentiellement dans les hautes fréquences, et bien en moyenne, les personnes malentendantes, représentées par les carrés pleins, ici sont moins bonnes, elles présentent un déficit qui est significatif, mais la performance n'est pas abolie pour autant. Ces personnes gardent une capacité à dire, à discriminer le lieu, le moment de la journée, la saison. Mais qu'est-ce que ces données nous disent? Eh bien qu'une perte auditive, neurosensorielle, dégrade la capacité à se repérer dans l'espace et dans le temps avec nos oreilles lorsqu'il s'agit de ces sons naturels. Je pense que c'est un élément important car ça contribue à notre capacité à nous repérer, à dire où nous sommes et quand nous sommes, pas uniquement avec nos yeux, pas uniquement avec notre système olfactif, gustatif, tactile, mais également avec notre système auditif.
Si on redéploie cette même tâche que je vous ai présentée, où on s'intéressait à la capacité à entendre le vivant, rappelez-vous, cette fois-ci avec des personnes entendantes et malentendantes, voilà des données qui viennent juste de sortir du laboratoire il y a quelques jours. Alors, en vert, les données des personnes normalement entendantes, et en rouge, les personnes malentendantes. On va se concentrer sur les réponses « oui, j'entends de la vie », qui sont représentées ici en fonction de l'habitat. Rappelez-vous, la forêt boréale, tropicale. Donc, on retrouve en vert la configuration avec une explosion de « oui, j'entends de la vie » pour la forêt, les habitats équatoriaux. En rouge, les données des moyennes de personnes malentendantes présentant une perte auditive, neurosensorielle, bilatérale et symétrique. On retrouve la même configuration, mais tout est affaissé, c'est-à-dire qu'ils entendent la vie, mais beaucoup moins que les personnes entendantes. Et ceci est simplement la manifestation du fait que la réponse « j'entends du silence » ou « je ne sais pas » a augmenté corrélativement chez les personnes malentendantes. Ce n'est pas surprenant. Lorsqu'on regarde, on redéploie ces données en fonction du moment de la journée, hein, midnight, le milieu de la nuit, l'aube, le milieu de la journée et le crépuscule, le crépuscule. En vert, vous avez le beau cycle circadien qu'on avait déjà documenté chez les non-entendants. Et voilà en rouge ce qui se passe quand on devient malentendant. Eh bien, il reste quand même une petite inflexion dans le milieu de la journée, mais la différence, le contraste qu'il y a entre l'aube, le milieu de la journée, la nuit, s'efface. Donc ça nous dit que quand on devient malentendant, on perd, entre guillemets, cette capacité à percevoir ce cycle circadien lié au chorus matinal et au chorus du crépuscule. Donc un élément qui nous permet, une sorte de pendule acoustique qui nous dit à peu près, comme les cloches des églises, nous dit quelle heure il est en quelque sorte. Est-ce que c'est important pour les gens? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Voilà pour ce qui est du premier pan de ce programme. Je vais très rapidement vous présenter un autre pan de ce programme, car un paysage sonore naturel n'est pas composé uniquement de sons d'origine biologique, donc de biophonie. Il est également composé de sons d'origine géophysique. Et il y en a un qui peut-être, c'est une hypothèse, doit avoir une valeur tout à fait particulière pour nous en tant qu'organisme vivant. C'est une hypothèse que je fais, et je pense qu'elle est raisonnable, à savoir que ce serait très étonnant que cet organisme, ce cerveau, n'ait pas des ressources dédiées à la détection de quelque chose dont il ne peut se passer. Et peut-être que ça prendra un écho tout à fait particulier dans les années à venir. Alors pour ce faire, mon étudiant en master, Mathieu, est allé dans un lieu tout à fait agréable, la Corse, et il a enregistré des paysages sonores à proximité d'un torrent, d'un cours d'eau, à différentes distances de ce cours d'eau, à 0, 25 mètres, 50, 75, etc. Et puis, il est allé même beaucoup plus loin, à 200 mètres. À partir de cette base de données acoustiques correspondant à des paysages sonores naturels intégrant un cours d'eau, eh bien, il a composé une expérience psychoacoustique au casque où des participants devaient dire simplement s'ils entendaient la présence d'eau ou pas. C'est un protocole de discrimination où ils avaient deux sons. L'un des deux était à 200 mètres du cours d'eau et l'autre soit à 0, soit à 25, etc. Donc vous pouvez mesurer une performance. Et vous voyez que quand on se trouve à 0 mètre, c'est la distance qui est présentée en abscisse, la performance de détection de la présence d'eau, oui j'entends de l'eau et la performance correcte est de 100%, quel que soit le moment de la journée, le matin, le soir ou à midi. Quand on va à 25 mètres, pour l'habitat en question, qui était une forêt méditerranéenne avec sa topographie, sa végétation, quelque chose de tout à fait idiosyncratique, tout à fait anecdotique, la performance chute, et puis elle va atteindre le hasard, 50% de réponse correcte, quel que soit le moment de la journée avec des fluctuations. Voilà, ce qui permet de caractériser quantitativement notre capacité à dire oui, j'entends de l'eau dans un paysage sonore naturel en fonction de ma distance au cours d'eau. On me dirait, ok, rien d'étonnant. Donc ce qui est intéressant ici, c'est ensuite de passer ces mêmes signaux dans un modèle informatique de système auditif humain. Car aujourd'hui, après un siècle de recherche sur l'audition humaine, nous disposons de programmes informatiques simulants, permettant de simuler avec une précision rarement acquise un certain nombre de mécanismes neurosensoriels ayant lieu dans notre oreille interne, qui est représentée ici, et dans notre tronc cérébral, notre cortex auditif. Nous disposons de modèles qui en fait ont été essentiellement développés, je dois le dire,
pour la compréhension de la communication parlée. Ces modèles marchent très bien pour prédire votre intelligibilité dans un auditorium, par exemple. Donc ils ont été conçus pour la parole. Et nous, on va récupérer ces modèles pour voir s'ils peuvent également prédire d'autres choses, comme la capacité à prédire la présence d'eau dans l'environnement, dans un environnement naturel. Et ce modèle peut calculer différents descripteurs, et il y en a un qu'on a choisi, et qui donne ce type de performance après simulation qui ressemble fortement à ce qui est observé chez les personnes entendantes. Alors, il est un peu trop bon, certes, mais ce modèle reproduit relativement, par rapport au moment de la journée à distance, relativement bien la dépendance de la performance en fonction de ces différents facteurs, distance, moment de la journée. Donc, ce modèle suggère que pour détecter la présence d'eau, on calcule ce descripteur tout à fait particulier, et je vais vous expliquer ce que c'est très simple, qui est lié au degré plus ou moins aléatoire des variations d'amplitude en fonction de la fréquence. L'eau, c'est un processus, les sons produits par l'eau, ce sont des processus, on va dire, relativement aléatoires ou stochastiques, qui sont liés aux bulles, simplement. Le son produit par l'eau, c'est le son lié à une multitude de bulles. Chaque bulle va émettre une sinusoïde amortie, qui est fonction dont la fréquence est fonction du diamètre de la bulle, et comme il y a beaucoup de bulles, et que toutes ces bulles sont indépendantes, ça va produire un signal relativement large bande, au niveau spectral, fréquentiel, et très aléatoire. Et ce que le modèle capture ici, c'est cette aléatorité, ce degré d'aléatorité. Et voilà, donc le modèle prend les sons enregistrés en Corse, ici, à différentes distances, calcule ce degré d'aléatorité et d'autres choses, et il est à même de reproduire le comportement humain. Comme si, quand vous écoutez l'eau, enfin, vous recherchez la présence d'eau dans une forêt, vous cherchez ces décorrélations qu'il pourrait y avoir entre les graves, les médiums, les aigus, car c'est ça qui est diagnostique de la présence de quelque chose dont vous auriez peut-être absolument besoin. Donc voilà comment on peut avancer dans la connaissance sur ces processus de surveillance de l'environnement dédiés à l'écoute de ce qui est vivant et de ce qui n'est pas vivant, et qui probablement a un rôle important dans nos vies, et c'est ce que le sondage, en tout cas, le suggère. Alors, ces travaux ont été réalisés, comme je l'ai dit, en collaboration avec des écoacousticiens, Jérôme Sueur, pour le citer, qui est notre collègue depuis le début, au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et un certain nombre d'autres collègues, doctorants, post-doctorants, en lien avec l'unité CNRS délocalisée en Arizona, et qui soutient ce type de projet de recherche interdisciplinaire. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, on peut revenir dessus, je peux prendre des questions. Je voudrais quand même remercier l'ensemble de l'équipe. Donc, bien sûr, Jérôme, cet exobiologiste qui m'a fait sortir de ma zone de confort, Bernie Krauss, pionnier de l'écologie des paysages sonores, Diane Hazard, médecin ORL avec qui on travaille sur la surdité, mes collègues et post-doctorants, doctorants et mastériens, Frédéric Apux, Élie Grinfelder, Richard McWalter, Nicole Miller-Diacava, Mathieu Fratice et Étienne Toré. Voilà. J'espère que vous êtes intéressés. Moi, j'avais une question par rapport à un histogramme. Je suis pas sûr d'avoir... Alors, lequel? Celui où vous parliez de la capacité à discerner des sons émanant de la biophonie entre les personnes entendantes et malentendantes. Exactement. Et j'avais l'impression que pour les actions, les malentendants finalement ont un signal positif plus important que les... Voilà, donc... je me posais cette question, comment est-ce qu'on peut expliquer par exemple qu'ils sont capables la tâche de... Oui. Alors, déjà statistiquement, comme vous pouvez le voir, et ça c'est probablement... Alors on ne sait pas ce qu'il y a dans les sons, on n'a pas de vérité terrain. Donc on a des sons qu'on a enregistrés, donc on ne peut pas mesurer la performance. Ici on a une estimation d'un jugement catégoriel, hein, est-ce qu'il y a de l'action, est-ce qu'il y a de la vie, est-ce qu'il y a de la géophonie, etc., qui est totalement subjectif. Donc ceci n'est pas une mesure de performance correcte, hein, ceci est une mesure de jugement subjectif. Donc ce que l'on observe ici, c'est d'abord que pour les deux groupes, il y a très peu de rapports d'action. Ça c'est probablement lié à ce qui est là dehors, hein, parce que peut-être qu'il y a très peu de sons d'action, ça on ne sait pas, mais on peut l'imaginer, hein, par rapport à la présence de vocalisation d'animaux et particulièrement d'oiseaux, c'est ce que nous rapportent les gens.
Ensuite, le fait que les malentendants semblent plus cliquer sur la réponse « j'entends des sons d'action » plutôt que d'autres catégories, peut être lié au fait que simplement ils confondent des sons d'origine géophysique avec des sons d'action. Et souvent, en sortant de la cabine, il dit « j'ai entendu des craquements, je ne savais pas trop ce que c'était ». Alors, pas trop ce que c'était, c'est là, vous voyez, ça augmente. Bon, et j'ai hésité, j'ai pensé que c'était probablement un animal, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse, c'est une catégorisation subjective qui fait que, voilà, s'il faut choisir, j'ai tendance à dire que c'est peut-être quelque chose qui bouge dans mon environnement. C'est probablement faux, puisque vous voyez que les normaux-entendants ont des réponses inférieures. Voilà. Il y a une fonction d'échange entre les réponses dans ces différentes catégories. De manière pas surprenante, le nombre de réponses, j'ai rien entendu du tout, augmente chez les personnes malentendantes. Et oui, l'audibilité est restreinte. Le nombre de réponses, j'entends des trucs, je ne sais pas ce que c'est, augmente également. Et bien sûr, cette augmentation se fait au détriment des autres, mais on peut imaginer d'autres, effectivement, fonctions d'échange entre la géophonie et l'action. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que des réponses qui auraient été normalement catégorisées comme géophonie sont passées en son d'action, probablement. Donc c'est une distorsion subjective de l'espace sonore, voilà, qui est liée à la modification des différents mécanismes auditifs, périphériques, cochléaires et centraux. On les connaît relativement bien. La destruction, la perte des cellules ciliées externes et internes, la perte de fibres lunaires auditives vont engendrer une perte d'audibilité des sons, surtout dans les aigus, et puis ensuite ça va aller dans les graves, mais également des distorsions auditives en amplitude, en fréquence et en temps. Et tout ça permet de bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand on communique, quand on perçoit la parole. Aujourd'hui, on aimerait utiliser ce faisceau de connaissances pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on perçoit la nature. Et ça, ce sont des nouvelles questions. Quand je parle de ça à mes collègues nord-américains, je vais vous livrer un peu leur réponse, c'est dire, c'est intéressant, c'est important, mais c'est pas majeur. Voilà, moi mon objectif, dans les 10 ans qui me restent peut-être, c'est de démontrer que c'est majeur. Je pense que pour beaucoup de gens à travers le globe, c'est important de se faire une représentation précise de ces sons de la nature, non seulement parce que ça permet de savoir où on est et quand on est, de contribuer à se faire une représentation aussi riche que possible de notre environnement proche, mais également parce qu'on a démontré, par ailleurs, donc ça reste encore à confirmer, que l'écoute des sons de la nature procure des bénéfices émotionnels, par exemple des bénéfices cardiovasculaires. Il semblerait que, voilà, par exemple, la réponse cardiaque change lorsque l'on écoute des paysages sonores naturels par rapport à des paysages artificiels. On a pu démontrer également que l'écoute de paysages sonores naturels est associée à une réduction des troubles de l'humeur et beaucoup plus de rapports de bien-être subjectif avec des échelles de mesure. Certaines études suggèrent que ça améliore des capacités attentionnelles. Je pense que là, il y a encore beaucoup à faire pour le vérifier, mais il est vrai que les sons naturels sont moins distrayants au sens où distraient moins et captent moins notre attention que des sons technophoniques urbains qui, eux, attirent très vite notre attention. Pensez au trafic, au bruit d'une voiture, un klaxon, ça capture votre attention. Le vent, la pluie sont des sons qui n'ont pas ces effets de capture. Et donc, il est probable qu'on alloue moins de ressources mentales à ces sons-là. Et de fait, ça libère des ressources mentales pour faire d'autres choses. Donc, oui, il est probable que notre attention se déploie différemment dans des zones, dans des habitats naturels que dans des habitats urbains. Et c'est ce que rapportent les urbains que vous êtes, et particulièrement quand on devient malentendant, c'est très fatigant. Ça coûte, ça consomme des ressources mentales particulièrement attentionnelles, ce qu'on appelle l'effort d'écoute, qui se mesure à partir de la dilatation puppillaire ou d'autres mesures. Et les sons de la nature recrutent notre attention différemment. J'ai travaillé avec un écrivain malentendant qui a choisi de s'isoler dans la nature en Écosse. Je vous encourage à aller voir cette petite vidéo de la Cité des Sciences. Cet écrivain s'appelle Neil Ansell et avec les mots d'un écrivain, les propos fulgurants d'un écrivain, il a dit cette chose remarquable, il a dit
les sons de la nature, non, les sons urbains, les sons urbains captent mon attention, alors que les sons de la nature invitent mon attention. Donc, parfois, la littérature offre des insights, des observations et des réflexions extrêmement utiles pour les scientifiques. Moi, j'ai une question. C'est bien parce que vous avez complètement répondu à la question. Parce qu'en plus, j'imagine qu'il y a des vibrations aussi dans les sons. Un son est une onde mécanique, donc une vibration qui va être captée selon la fréquence et l'amplitude par l'oreille interne, et ça sera une expérience de son. Et si la fréquence est inférieure à 20 Hz, elle sera captée par un autre système sensoriel, qui est votre système vestibulaire, le système de l'équilibre, et vous allez ressentir des trépidations ou du mouvement. Donc voilà, ces ondes mécaniques produites par les sources sonores, entre guillemets, enfin les sources vibrantes du monde, pardon, peuvent être perçues comme des trépidations, voilà, ou comme du son. Et parce que vous disiez que par rapport à l'importance des sons de la nature, j'imagine que les sons de la nature ne vibrent pas en nous de la même façon que des sons urbains. Alors, vibrer au sens perçu comme... Vibrer. Alors, la vibrer, c'est plutôt ce que ça me fait à moi, c'est-à-dire... Alors, d'un point de vue sensoriel ou émotionnel, vous pensez? Je distingue ces deux types de traitements parce que ce sont des traitements distincts, l'un pouvant moduler l'autre, les émotions pouvant moduler la saillance de ce que je perçois, hein, bien sûr. C'est ça que vous entendez par vibrer? Oui, c'est ça. Quand je dis ça, j'imagine qu'il y a des répercussions physiques et aussi des répercussions d'émotions. Donc, pour le peu qu'on sache à ce sujet, le peu qu'on sait à ce sujet, eh bien, les sons naturels, donc particulièrement ces vocalisations animales et les sons d'eau, en fait, il y a deux catégories de sons, les vocalisations d'oiseaux apparemment et les sons liquides, produits par l'eau, semblent enclencher votre système nerveux autonome, c'est-à-dire le système nerveux parasympathique, celui qui s'enclenche involontairement lorsque vous vous mettez en mode repos et digestion, par rapport au système nerveux sympathique qui lui s'enclenche lorsque vous mettez en mode je vais me battre ou il faut que je file. Donc on a deux systèmes nerveux autonomes, un qui est fait pour le repos et la digestion, l'autre qui est fait pour le combat ou la fuite. Vous n'avez pas le contrôle sur ce système. Ce sont ces systèmes qui contrôlent la fréquence cardiaque, la sudation, la midriase, et tous ces genres de choses. Donc vous ne pouvez pas décider d'accélérer votre cœur ou de vous faire transpirer. Ce sont des réponses automatiques liées à un système ancestral. Et bien lorsque on écoute des paysages sonores naturels, on a pu démontrer que le système nerveux parasympathique s'active préférentiellement et vous met dans ce mode repos-digestion. Donc l'idée est intéressante parce que certains, même psychiatres, imaginent aujourd'hui capitaliser là-dessus pour faire du green prescribing, de la prescription verte. C'est-à-dire, ben voilà, si vous avez des troubles de l'humeur, une dépression, eh bien on va potentiellement vous prescrire 2 heures par semaine en parc pour essayer de rehausser l'effet du traitement parce que apparemment votre système nerveux autonome va bien réagir à ça. Je trouve l'idée intelligente et je pense qu'on pourrait même l'appliquer à l'appareillage auditif parce que quand on vous appareille, moi on ne m'a pas encore appareillé, mais c'est ce que j'ai compris de la littérature et des patients, et bien au tout début, voilà, il y a une sorte d'éveil, on entend tous les sons et certains sont quand même assez désagréables, ce sont les sons de la ville. Mais si au lieu de s'exposer pendant cette période tout à fait critique, au moment de l'appareillage, on s'exposait plutôt à ce type de sons, qui sont plus tranquilles, qui engendrent des réponses plaisantes, activent le système nerveux autonome, eh bien, peut-être qu'on tolérerait beaucoup mieux ces prothèses, on s'acclimaterait mieux et on éviterait de mettre la prothèse dans le tiroir au bout de 30 jours. Il y a quand même voilà, 20 à 40% de prothèses qui vont être rejetées par les appareils. Mon papa qui ne veut pas. Voilà. Parce que pour lui, ça a été hyper violent. Enfin, tout vient. Au tout début, vous entendez tout. Alors, je vous recommande d'aller voir. Il y a une très jolie comédie à ce sujet avec Pascal Elbé et Sandrine Kiberlin. On est fait pour s'entendre. C'est pour vous pour ce soir. Eh bien, cette comédie qui a été réalisée par un acteur qui, lui, est malentendant, qui a été appareillé, hein, Pascal Elbé,
eh bien, intègre un petit moment particulier, je vous laisse le découvrir, et qui capte exactement ce dont on parle quand il revient dans sa maison d'enfance. Vous l'avez vu? Alors, je vous recommande pour ce soir. Et pour les bruits d'eau, en fait, vous avez parlé de bulles. Est-ce que c'est les bulles qui éclatent qui font le son ou si Oui, alors, est-ce que c'est au moment où elles arrivent à la surface? Je n'ai pas encore beaucoup travaillé la question de l'acoustique des sons liquides, mais effectivement, je pense que c'est au moment où elles apparaissent à la surface et qu'elles éclatent. Et il faut savoir qu'à mesure que la bulle remonte, quoique c'est peut-être pas sûr, non, parce que à mesure que la bulle remonte, la fréquence produite par la bulle augmente également. Donc une bulle, elle crée une sorte de son pur, hein, comme le son produit par un diapason, dont la fréquence augmente à mesure que la bulle remonte et qui est amortie dans le temps. Et donc ça fait des sortes de clics en quelque sorte. Et comme il y a beaucoup de bulles, ça fait beaucoup de clics. Et comme toutes ces bulles sont indépendantes, ça fait un nuage de clics aléatoires. Et c'est cette aléatorité qui caractérise l'aspect transitoire, c'est des clics, et également aléatoire qui fait ce que ça nous fait que d'entendre de l'eau. Mais c'est valable pour l'eau qui coule, mais un étang par exemple. Ah ben là, ça s'entend pas. Ça s'entend peut-être indirectement. Alors là, il y a des questions intéressantes qui se posent. Est-ce qu'on peut entendre la présence d'eau autrement que par l'écoulement? Alors, il est évident, quand on revient à nos paysages sonores naturels, qu'il y a toute une série de processus écologiques complexes, certes, mais compréhensibles aujourd'hui, qui pourraient faire qu'on entend l'eau à travers son impact, ne serait-ce que sur la végétation, sur les populations et les communautés animales qui y vivent. Donc, l'humidité que ça va produire et les modifications des conditions de propagation des sons. Donc, la présence d'eau pourrait être détectée indirectement et implicitement à travers tous les effets qu'elle peut produire sur la biophonie, la géophonie, l'acoustique. Donc, il y a peut-être, l'eau est peut-être détectée par plein de canaux. Là, on a pris le canal royal, qui est celui des bulles. Donc l'eau, en fait, c'est le déplacement. C'est le déplacement de l'eau qui, principalement, va lui permettre d'amplifier une sonorité. C'est le signal le plus saillant, en tout cas. Mais j'exclus pas qu'il y ait des manières indirectes de percevoir la personne. De manière indirecte, l'eau en tant que surface plane peut être aussi justement un amplificateur de bruit naturel. C'est une surface réfléchissante, ça va transformer l'acoustique du lieu, très clairement. Mais voilà. C'est pour ça qu'on peut entendre à quelquefois des kilomètres de l'autre côté de la rive des sons qui... Voilà, un comportement d'écoute ordinaire que nous, urbains, ignorons complètement. Et c'est pour ça que nous allons avoir besoin de géographes et d'ethnographes qui interrogent les riverains, les usagers de cours d'eau pour éventuellement révéler des comportements qu'on ignore, c'est-à-dire des façons d'écouter l'eau. Nous, on a pris la façon la plus triviale, voilà, présence-absence, mais il est probable que vous soyez avec vos oreilles, et en fonction de votre expertise, votre expérience, capable de dire plus de choses sur l'eau qu'on imagine, sa température, son débit, sa composition. Et il y a quelques enquêtes ethnographiques qui suggèrent que des personnes vivant à proximité des cours d'eau sont capables de faire un diagnostic extrêmement subtil de l'état de l'eau, dont à partir duquel ils infèrent des informations importantes pour eux, en disant est-ce que ça va mal se passer prochainement ou pas? Les pêcheurs. Les pêcheurs, oui. Je pense que, voilà, ça a dû à un moment faire partie de notre répertoire de comportement, d'alarme, savoir si... Et aussi de sélection d'habitat, si vous n'entendez pas d'eau, si vous n'entendez pas d'oiseaux, est-ce que vous iriez vous installer dans un habitat comme ça? Pas très affriolant, on va dire. On n'augmente pas la fitness, on va dire, la valeur adaptative de l'individu. Si par contre vous entendez de l'eau et des oiseaux, ça peut devenir intéressant. Est-ce qu'il y a des études qui sont envisagées ou qui sont peut-être en cours sur, plus ethnologiques en fait, appliquer votre protocole sur des populations, soit chasseurs-cueilleurs, soit des Inuits, qui eux effectivement ne vivent pas dans des conditions où on entend les oiseaux. Alors je doute que mon épouse m'autorise à aller en Amazonie, comme le font certains de mes collègues qui vont étudier la perception de l'harmonie, la hauteur tonale chez les Tucanais, qui sont des populations qui n'ont que très peu de contact avec le monde occidental, la musique occidentale, etc. Donc il y a des études qu'on appelle interculturelles qui sont menées dans le domaine des sciences de l'audition pour savoir ce qu'il y a d'universel et ce qu'il y a d'acquis, ce qu'il y a probablement des rites
d'inné et ce qui relève de la culture dans la perception auditive humaine. Et une certaine part est universelle, partagée avec des espèces animales non humaines, une autre part est acquise. Et effectivement, ce type de programme engage à un moment réaliser des études interculturelles, savoir si la perception de l'eau eh bien, serait beaucoup plus performante, plus développée pour des personnes qui dépendent de l'eau au quotidien, dans leur routine quotidienne. Si la présence de vivants également, voilà. Avant de se lancer dans des entreprises très complexes, parce que interroger ces ethnies avec les outils de la psychophysique faits pour l'urbain, cliquer sur le bouton A, cliquer sur le bouton B, voilà, les choses doivent s'adapter. Il y a des limites, mais on peut faire des choses. Eh bien, je pense qu'on pourrait déjà regarder à l'échelle de nos territoires si, selon le lieu de résidence, le métier, l'activité, les routines quotidiennes, eh bien, ces sensibilités qui ont été caractérisées diffèrent. Et c'est pour ça que on a commencé à s'intéresser à ces comportements d'écoute ordinaire chez des personnes entendantes et malentendantes, vivant en zone rurale, on va dire, ce qu'il appelle éloignées, c'est-à-dire des zones généralement de relief, forestier, de l'eau, etc., loin des services essentiels, loin des grands pôles d'emploi. Donc ça, c'est la définition INSEE de la ruralité extrême, versus des gens qui ne vivraient pas dans des endroits comme ça. Et dans les questionnaires déjà qu'on a menés, on voit des différences entre les patients qui vivent dans des départements et des régions très rurales et des personnes qui ne vivent pas dans ces régions-là. Ce ne sont pas des effets énormes, mais on les voit. L'importance augmente. Voilà. Bon, c'est trivial, mais il fallait le voir pour commencer à dire aux audioprothésistes, aux auréales, aux fabricants, vous savez, c'est plus important pour eux. Parce que pour eux, c'est la parole dans le bruit. Et là, si on commence à leur dire, mais non, vous savez, peut-être qu'un agriculteur qui a besoin de surveiller... Alors moi, je ne suis pas agriculteur, je parle pour les agriculteurs, peut-être qu'un agriculteur me dirait, tu dis n'importe quoi. Mais je peux imaginer que quand il ou elle essaye de diagnostiquer l'état de santé de son champ ou de tel environnement, il va le faire non seulement avec les yeux, mais aussi avec les oreilles. Pourquoi? Parce que les insectes et les oiseaux, ça ne se voit pas. Alors je vais vous montrer, je vais l'illustrer avec un son, avec des sons que mon ami Bernie Krause m'a prêté. Il s'agit d'enregistrements sonores réalisés par Bernie en juin 1988 et en juin 1989 dans une zone plutôt sauvage, à l'aube, avec le même matériel. Donc il a planté son micro et son appareil photo au même endroit, dans cette clairière, vous voyez, en Californie, à 1 an de distance. Il y a une petite différence quand même d'image en bas. Alors, visuellement, il y a un peu de brume là, hein, d'accord, donc il peut y avoir des petites variations météorologiques. Peut-être que les arbres n'ont pas exactement la même hauteur, il y a peut-être, voilà. Bon, mais moi, mon système visuel me dit que ces deux paysages sont guère différents. On est d'accord? Il y a consensus. Alors, maintenant, on va écouter, alors ça va peut-être être fort. C'est le chorus matinal. Vous voyez, ça, ce sont les 12 espèces qui ont été identifiées par Bernie, qui est aussi un naturaliste, et qui correspondent, voilà, aux vocalisations des espèces qui contribuent à ce chorus matinal, plus un cours d'eau que vous avez entendu. Voilà ce qu'on entend en juin 89. Est-ce que vous entendez une différence entre ces deux paysages sonores? Le premier, une très grande richesse, une très grande beauté, et le deuxième, extrêmement pauvre. Alors, il y a des oiseaux dans le lointain, on entend l'oreille, mais il est très appauvri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
une déforestation sélective. C'est une pratique qui consiste à enlever un arbre tous les 20 mètres avec la promesse que ça n'affectera pas l'écosystème. Et votre système visuel, voilà, s'en satisfait tout à fait, en disant effectivement ça a marché, visuellement, l'écosystème n'est pas affecté. Votre système auditif vous raconte une toute autre histoire. Et je pense que cette démonstration, qui n'est pas une preuve scientifique, hein, indique ou révèle le fonctionnement de notre système auditif comme système d'alarme. Comme système d'alarme sur la qualité de l'écosystème et sur peut-être le bon fonctionnement, on va dire bon, de ces processus écologiques à l'œuvre au sein de l'écosystème. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'on est équipé d'une sorte d'antenne acoustique qui nous dit là ça va, là ça va pas. Et je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage publié dans les années 60 par Rachel Carson et qui a lancé l'environnementalisme, cet ouvrage qui s'appelait Printemps silencieux, dans lequel Rachel Carson, biologiste, documente les effets d'un pesticide sur la biodiversité oiseaux aux États-Unis. Donc elle a eu beaucoup de mal, bon, elle a finalement gagné dans les différentes actions qu'elle a menées pour démontrer cette crise de biodiversité causée par ce pesticide. Mais le titre de l'ouvrage nous dit tout, c'est-à-dire que les personnes qui vivaient dans cet environnement savaient, avant que les biologistes se mettent à décompter de manière rigoureuse et systématique pour fournir des éléments quantitatifs, les gens savaient. Le printemps était étonnamment silencieux. Tout ça parce qu'il dispose d'un système auditif performant, le fruit d'une évolution qui probablement s'intéresse à ce type d'information pour des bonnes raisons, et d'une mémoire auditive à long terme aussi, qui garde la marque, le souvenir de ce que c'était avant. Donc, printemps silencieux, déjà, pointe vers un aspect très important de ce programme de recherche, à savoir le fait que nous sommes équipés, probablement, de mécanismes ancestraux et optimisés pour surveiller l'environnement, son état de santé, et peut-être que justement, c'est pas étonnant que ça ait un impact également sur notre propre santé, sur notre système nerveux autonome, puisque nous sommes, entre guillemets, harmonisés de par notre biologie avec ces environnements-là. Voilà. Excusez-moi, j'avais une dernière question par rapport, c'est peut-être un peu hors sujet, mais je trouve que ça... par rapport aux équipements, vous avez parlé des enregistrements qui étaient faits, des boîtiers là. Ouais, ces enregistrements se faisaient depuis une dizaine d'années, c'est ça? Alors, l'écoacoustique, l'écologie des paysages sonores a démarré dans les années 70 sous l'impulsion des travaux de Bernie Krause, de Truax, Schaffer et d'autres personnes. Mais c'est l'apparition de ces enregistreurs dans les années 2000, je crois, il y a une vingtaine d'années, qui a permis de commencer à enregistrer en masse ces données-là, et aussi, comme vous le savez, cette révolution numérique qui nous a dotés de moyens de stockage et de calcul, comme on n'avait jamais pu le faire, et qui nous a fait rentrer dans cette ère bienheureuse ou malheureuse du big data et de l'IA. Donc c'est le couplage entre les enregistreurs qui peuvent subir des hivers pendant, etc., et de ces capacités de stockage et de traitement qui ont permis l'explosion. Et justement, ces données, est-ce qu'elles ne peuvent pas justement mettre en avant les changements comme de ces images, des changements audio et l'impact par rapport au climat, par rapport à la biodiversité, par rapport... Je vais juste, alors, à nouveau, ce n'est pas une preuve, ce sont, je vais juste vous montrer les résultats d'un article de Jérôme Sueur, Bernie Krause, qui ne démontre pas l'impact du changement climatique sur les paysages sonores naturels, mais qui le suggère fortement. J'aurais dû préparer cette diapositive parce qu'elle est saisissante, mais à nouveau, il faut la prendre comme une illustration plutôt que comme une preuve scientifique. On y va, sur Farina. Alors,
grâce à la bibliothèque, la base patrimoniale de Berny, nous disposons aujourd'hui... Ah, j'ai perdu l'image. Peut-être mettre en diaporama ou... Ah oui, oui, pardon. Quoique, c'est marrant ça. Il faudrait que... On va faire ça comme ça. Je vais forcer à la rechercher. Donc Berny a enregistré dans le même habitat naturel entre 2005 et 2019. Il est revenu à peu près tous les ans, vous voyez, et a enregistré pendant plusieurs secondes ou minutes. Et voilà le spectrogramme de ces tranches sonores représentant avec un code couleur l'énergie des sons en fonction en ordonnée de la fréquence, des graves si vous voulez aux aigus, et du temps. Donc vous voyez, en 2005, ces gammes de couleurs illustrent la présence probablement de vocalisation animale pour ce qui est vert, et puis d'autres sons géophysiques qui avaient probablement un cours d'eau là. Vous voyez, à travers les années, jusqu'en 2019, l'appauvrissement acoustique de ce voilà, on observe à travers ces spectrogrammes. Et ce qui est représenté corrélativement, c'est la température telle que indiquée par une station météorologique à proximité qui a augmenté de 2 degrés sur la période à peu près de 14 ans. Alors, on peut critiquer ce résultat. La critique de base, c'est qu'une corrélation ne révèle pas nécessairement des relations causales. Hein. Ça peut être tout à fait fortuit et lié à d'autres facteurs sous-jacents. Mais voilà, cette coïncidence suggère un lien fort entre le réchauffement climatique et les modifications des paysages sonores naturels, et particulièrement la perte de biodiversité qui se manifeste par l'absence d'énergie dans cette bande des médiums, qui correspond justement là où la plage sur laquelle on trouve les vocalisations d'oiseaux. Et les insectes en plus dans cette région-là. Il y a juste une limite à 2011, avant c'est net. Oui. Voilà, alors il peut y avoir eu à un moment une sécheresse ou un feu, enfin des choses qui peuvent être intervenues, je ne sais pas, pour cet habitat, il peut y avoir eu des perturbations environnementales tout à fait spécifiques, mais ce type d'évolution est tout à fait illustratif de l'impact de l'activité humaine potentiellement. Hein. Et les écoacousticiens s'attellent à cette question-là, c'est-à-dire ça, à savoir si, dans quelle mesure et à quel point l'activité humaine modifie les paysages sonores naturels, et parce que cette activité modifie les processus écologiques à l'œuvre. Voilà, donc un graphique qui n'est pas extrêmement encourageant, je dois reconnaître, mais qui montre la puissance de feu du son comme source d'information vis-à-vis de la qualité des écosystèmes. Et donc, si les écoacousticiens utilisent le son pour diagnostiquer la qualité des environnements, nous, notre hypothèse, c'est qu'il existe une machine qui, sur plusieurs millions d'années, a été optimisée pour faire ce travail-là, parce que la survie de l'organisme en dépendait, c'est le système auditif. Humain et non humain. Il n'y a aucune raison que ces capacités-là ne soient pas partagées par d'autres espèces non humaines. Je pense qu'il est fort probable que ceux dont on a discuté aujourd'hui soient universels et partagés avec nombre d'autres espèces qui ont besoin de leurs oreilles pour s'adapter, survivre, détecter de l'eau, détecter d'autres espèces. Pas simplement communiquer, mais diagnostiquer la qualité de leur environnement. Il faudrait peut-être voir aussi la perte d'audition selon les milieux, aussi peut-être. Alors, la question de la perte d'audition, elle a des implications multiples. Donc, c'est une question d'abord d'inclusivité, c'est-à-dire ne jamais oublier que, ne pas oublier que 20% de la population a une perte auditive, et donc se construit une représentation de ce monde naturel différente et appauvrie, et que lorsqu'on investit
certaines ressources pour créer des parcs, des jardins, ça devrait être au bénéfice de tous et toutes. Donc déjà, prendre ceci en considération. C'est lié au fait que aussi c'est important parce que nous avons vocation à vieillir, à devenir malentendants, nous allons tous glisser vers notre printemps silencieux. Et Neil, je vais clôturer sur cette phrase terrible de Neil Ansel, donc cet écrivain qui a écrit un ouvrage que je vous recommande de lire, Voyage au pays du silence. Annabelle s'en souviendra, il nous avait dit, écoute, j'entends bien que ce paysage magnifique, il vit dans les Highlands écossaises, est appauvri aujourd'hui. Mais je ne sais pas si cet appauvrissement est lié à mon âge et à ma perte auditive ou s'il est lié à la perte de biodiversité produite par l'humain. Entre les deux, je ne peux pas savoir, je ne peux pas distinguer. Donc il glisse vers son propre printemps silencieux, probablement lié à sa nature biologique. Voilà, nous avons tous vocation à vieillir et à devenir moins efficaces, sensoriellement parlant, mais également en raison de l'activité humaine et qui effectivement dégrade, affecte fortement la biodiversité. J'ai une pensée pour ceux qui portent plainte quand il y a un coq. Les néo-ruraux, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que... Ouais. Pourquoi il y a certains sons qui nous sont désagréables? Souvent. Alors bon, oui, il y a effectivement, on a documenté de la misophonie, c'est-à-dire le fait que certains sons sont moins plaisants que d'autres. J'ai pas la réponse vraiment à ça. Ces sons ont des caractéristiques acoustiques tout à fait spécifiques. C'est souvent aussi lié à une sémantique particulière, de la signification que vous donnez aussi au son. Donc cette réponse aversive peut varier selon l'interprétation que vous donnez. D'ailleurs, en passant, ces effets de ressourcement, de restauration produits par les sons naturels sont également liés à la sémantique, c'est-à-dire aux attentes et à l'interprétation qu'on s'en fait. Si on vous joue un bruit blanc et qu'on vous dit que c'est une chute d'eau, on va déclencher ces effets de ressourcement. Mais si on vous dit que c'est le bruit d'un ventilateur, ça ne va pas déclencher. Donc il y a quand même des effets qu'on appelle descendants, c'est-à-dire sémantiques qui modulent notre réponse émotionnelle au son. Et donc, bon. Alors la misophonie, je suis pas, c'est très, il y a des travaux, vous trouverez, si vous tapez sur Google Scholar Internet, il y a des travaux récemment, je crois qu'il éclaire bien la nature, l'origine de ces réponses aversives, mais je m'aventurerai pas là-dessus. Mais oui, c'est un sujet qui est pris au sérieux d'ailleurs, dans le cas de la perte auditive aussi. Alors, est-ce que tu veux être chercheuse maintenant? T'as vu, on se fait plaisir, hein, on s'ennuie jamais en sciences. Surtout quand on fait des pas de côté. Merci Christian. Merci beaucoup.